Arrivederci. Les entretiens Anthropocène. Les entretiens Anthropocène. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Adrien Toesca. Dans le cadre de l'école de l'Anthropocène, je vais aujourd'hui interviewer Stéphane Labranche. Donc, cette interview sera disponible sur Radio Bellevue Web en direct et également à écouter en podcast sur Son Déclat. Stéphane Labranche, bonjour. Salut. Vous êtes climatologue de la société, chercheur indépendant associé à Pacte et Sciences Po Grenoble. Vos travaux sur le climat et l'énergie vous ont permis d'être nominé comme expert au GIEC pour l'élaboration du 5e rapport en 2014. Vous avez également, entre autres, travaillé à l'élaboration du projet de loi sur la transition énergétique. Vos recherches portent sur les politiques urbaines, le stockage d'énergie, la sobriété, l'efficacité et la compréhension des freins et des moteurs au changement de pratique. Vous êtes intervenu aujourd'hui sur différents ateliers. Donc le premier portait sur comment lire un rapport du GIEC. Et vous avez également discuté avec Natacha Condran sur l'impact des rapports d'experts sur les politiques et les citoyens. Donc on va éviter d'aborder ces aspects du GIEC sur cette émission, sur cette interview. Je vais vous demander en première question, quels sont vos travaux actuels, sur quel type de sujet vous travaillez ? Alors, trois travaux récents que j'aimerais mentionner. Je vis à Grenoble. Et donc, la question de la qualité de l'air apparaît de manière très forte. Donc, je suis sur deux projets différents, mais encore de manière sociologique, sur les niveaux de compréhension des gens sur les questions de qualité de l'air, avec les deux sources principales que sont la mobilité et le chauffage au bois. Donc, ça renvoie à deux ensembles de pratiques et de secteurs complètement différents pour les gens. De vision du confort aussi. Parce que le chauffage au bois, c'est pas juste se faire une petite flambée, c'est se chauffer, mais c'est aussi faire un petit dîner entre amis très cool et très agréable. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut aborder, que j'aime bien en sociologie. Et puis, l'autre projet qui est pas mal aussi, je pense, ce serait de parler d'un projet qu'on a mené sur une France à zéro émission nette en 2050. Donc, ce qui veut dire avec des ambitions et des objectifs très poussés sur la diminution des gaz à effet de serre 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie, pour la société, pour l'emploi, au niveau des technologies également. Peut-être une dernière chose qui est peut-être moins un projet de recherche, mais qui est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je suis impliqué depuis quelques mois. Ça va être la création d'un GIEC, donc d'un groupement international d'experts, mais sur les changements de comportement. Spécifiquement. Et donc là, c'est un groupement de scientifiques qu'on est en train de monter. On va déposer les statuts d'association d'ici 2 semaines max. Et en fait, ce sont des chercheurs, ça peut être neurologie, neurobiologie du cerveau, sociologues, économistes, anthropologues, psychologues, etc. Donc, tous les gens qui sont intéressés par les questions de changement de comportement, incluant bien entendu les obstacles et les freins au changement de comportement, ça va de soi. Et l'idée, ce serait de faire justement des rapports un peu récurrents, à l'instar du GIEC, avec des très gros rapports une fois tous les 4-5 ans, et un rapport plus petit, mais plus ciblé tous les ans. Et donc, on a un objectif de sortir le premier rapport en 2021. Donc, ça, c'est 3 différents projets qui, je trouve, sont intéressants, qui, moi, m'ont bien botté, en tout cas, à faire. Sur le projet du GIEC Co, pour le comportement, c'est pareil, donc vous serez un groupement d'experts de toutes les nations. C'est déjà construit comme ça, ou vous avez commencé à le construire à partir d'experts français qui seraient intéressés sur ce sujet, ou comment ça s'est déroulé? À l'origine, il y a un chercheur neurobiologiste, si on veut, désolé à Jacques Fredin si je me trompe, mais qui vraiment s'intéresse à la question justement du fonctionnement du cerveau de manière physiologique, qui est associé avec une femme qui s'appelle Camille Lefrançois, qui est plutôt psychologue, praticienne, et qui avait besoin aussi d'un sociologue qui travaille sur ces questions. Donc, on est une petite équipe de franchouillards, sauf que je suis Canadien, mais c'est pas grave, je vis en France. Mais on a eu une première réunion de travail au PNUE, donc au Programme des Nations Unies sur l'environnement à Paris, au mois d'octobre. Et là, on avait une bonne vingtaine de disciplines représentées par des gens d'environ 25 pays différents en Europe, plus Israël. Donc là, c'était déjà pas seulement français, heureusement. On avait vraiment des gens de plusieurs horizons, de plusieurs pays.
Et nos efforts dans la première année, ça va être donc de construire ce projet du premier rapport et aussi de s'internationaliser beaucoup plus. Donc, on va faire attention à avoir des gens justement qui vivent dans des conditions de vie vraiment différentes, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ou en Asie, et qui donc vont avoir peut-être des compréhensions et des éclairages différents sur la question des changements de pratiques et de comportement. Parce que les comportements, c'est pas qu'une décision individuelle. La décision individuelle d'un comportement, d'une pratique, elle est en grande partie encadrée, structurée. Après ça, il y a des débats, mais dans les conditions de vie dans lesquelles on est. Donc, si on vit dans une société très technologisée, ben, ça va être influencé par ça. Si on vit en ville ou en campagne, c'est pas pareil non plus. Bon, voilà, il y a tout ça. Et donc là, ce sont une diversité d'apports sur ces questions-là qui est absolument nécessaire pour comprendre. Mais l'objectif de base demeure assez similaire à celui du GIEC sur le climat. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un rapport qui va faire un résumé de ce que la science des comportements, les sciences du comportement peuvent dire, pas nécessairement sur un comportement particulier, mais sur un secteur, par exemple la mobilité, ou sur l'alimentation, ou sur les nudges, des choses comme ça. Oui, du coup, d'arriver à différencier et expliciter les comportements qui peuvent avoir lieu en fonction des sociétés différentes. Vous l'avez expliqué en prenant en compte des chercheurs, des experts de tous horizons. Par rapport à vos deuxièmes projets que vous avez évoqués, zéro émission nette, est-ce que vous pouvez l'expliquer plus en détail? Oui. Alors, première chose, c'est d'expliquer la notion de zéro émission nette. L'idée, c'est qu'en 2050, ce n'est pas d'avoir zéro émission en termes de gaz à effet de serre, mais c'est de calculer la quantité de gaz à effet de serre qui sont absorbables par la nature. Donc, disons qu'on arrive à un chiffre à 100 millions de tonnes ou 10 millions, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que si on a 100 millions de tonnes absorbables, la société ne peut pas émettre plus que 100 millions. Donc, on arrive à zéro émission nette. Et le mot net est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a été lancé à l'initiative d'une association commanditée, financée par des grandes entreprises françaises qui voyaient en fait la stratégie nationale bas carbone de la France s'en aller dans cette direction, donc devenir encore plus ambitieuse qu'avant pour des objectifs de 2050. Donc avant, on était plutôt sur un facteur 4, donc c'est une diminution d'environ 80% des gaz à effet de serre. Là, pour vous dire la différence, zéro émission nette, on est plutôt à du facteur 7, facteur 8. Donc, beaucoup plus ambitieux, et alors qu'on a du retard. Et donc, la première question qu'il fallait poser, c'est est-ce que c'est possible d'atteindre des objectifs aussi ambitieux? Et sous quelles conditions politiques, sociales, économiques et technologiques? Alors, il y a quand même deux présupposés de base qui, moi, je trouve intéressants. C'est on n'a pas présumé une rupture, une révolution technologique, parce que là, sinon, on tombe dans la science-fiction et on peut tout résoudre dans ce coup, donc ça ne sert même à rien de faire l'étude. Voilà. De ce qu'on sait de la sociologie dans des tentatives, des efforts de modélisation, de consommation de l'énergie et de rapport sur les énergies renouvelables, des choses comme ça. Alors, sur certains trucs, c'était facile, parce que la sociologie fait des sondages à grande échelle, donc j'avais des statistiques. Les statistiques, c'est des chiffres, et donc le chiffre peut être intégré dans une modélisation qui dépend de chiffres pour la faire. Ce qui pouvait provoquer un problème, c'était les différences de postulats. Souvent, en matière d'économie d'énergie ou de techno, on se dit, si la technologie existe, les gens vont suivre. Et donc, en fait, si on s'attaque à 90% d'efficacité énergétique grâce aux gadgets, on va atteindre 90% de diminution de consommation d'énergie. Ce à quoi le sociologue, il répond, non, pas nécessairement et probablement pas. Donc, ton 90%, il faut que tu le diminues de temps. Et là, ça dépend du secteur. Donc là, ça, c'est une manière pour moi d'essayer d'intégrer justement comment les sociaux peut influencer les résultats de la prospective, de la simulation, de la modélisation. Des fois, ça peut se faire donc de cette manière directe. On injecte des chiffres dedans grâce à la socio. Des fois, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus qualitatif, tout dépendant de secteur et du type de connaissances qui existent en sociologie. Et donc là, sur le côté qualitatif, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on se disait, là, on va influencer les chiffres. Mais on a un niveau d'incertitude c'est du 50, du 40, du 80, une incertitude un peu plus élevée. Et donc, on faisait attention à la manière qu'on le faisait pour que ça reste réaliste, toujours en évitant ce scénario business. Et à la fin, c'était, là, il va falloir faire quelque chose de séparé de la modélisation. Et sur ce dernier truc-là, je pense que c'est une des choses les plus originales que j'ai fait en matière de
de projets de recherche. J'ai écrit des petites histoires, en fait, de 9 ménages différents avec des motivations à changer, des contraintes différentes. Donc, on peut avoir des écolos qui vivent dans une vieille baraque pourrie parce qu'ils n'ont pas encore fait la rénov, donc on a un certain niveau d'émission. Et on peut avoir des gens qui en ont rien à foutre de tout ça, qui sont contre parce qu'ils trouvent que c'est du serrage de ceinture et du foutage de gueule, mais ils sont quand même dans un immeuble complètement récent qui est à énergie positive. Donc, ils vont moins émettre que les écolos. En revanche, les écolos vont se sentir super mal. Donc, en fait, ça a été dans des petits portraits comme ça, de dire comment en 2050, une fois qu'on est dans une société neutre en carbone, quels sont les styles de vie auxquels on peut s'attendre et la qualité de vie que l'on ressent par rapport à les situations dans lesquelles on vit. Et donc, pour certains, puisque la société a beaucoup évolué en 2050, les voitures fossiles, il n'y en aura pratiquement plus, toute la rénovation énergétique des bâtiments n'aura pas été faite, mais une partie aura été faite. Les nouvelles constructions seront toutes à énergie positive depuis 30 ans, en 2050. Alors, il y a tout ça qui se passe. Ce qui veut dire que certaines personnes qui se sentent maintenant frustrées de vivre dans une société trop consumériste, pas assez écolo, vont se sentir très très bien en 2050 parce que, en fait, c'est comme si les valeurs de la société avaient rattrapé leurs valeurs individuelles. Et dans le cas contraire, il y en a qui vont être beaucoup moins contents parce qu'ils vont se sentir obligés de faire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et dans tout ça, il y a aussi la chose qu'on n'a pas oubliée, c'est les niveaux moyens de capacité de faire des choses. Donc, notamment, la quantité de salaire qui rentre en une année va faire, si oui ou non, en sorte que je peux faire des rénovations ou que je peux me payer de la viande bio ou pas 4, 5 fois ou une seule fois par semaine, etc., etc. Donc, on a essayé de prendre ça en compte et d'avoir un portrait où il n'y a pas que des contents, que des mécontents, mais qui vivent dans une société quand même différente de la nôtre. Il y avait eu d'autres prospectives qui avaient été faites comme ça, mais qui ne nous avaient pas satisfait en termes de méthodo ou parce qu'on trouvait que le scénario qui était affiché était beaucoup trop positif. Donc nous, on a essayé d'équilibrer ça. Ça a été un vrai exercice d'écriture, puis un vrai exercice de développement de méthodes d'intégration entre ces dimensions plus qualitatives que la sociologie peut nous apporter avec des dimensions très quanti, très chiffrées, mais partiel dans les deux cas aussi, de dire comment on peut arriver à un scénario, puis un exercice de modélisation moins partiel parce qu'on met les deux ensemble. D'accord, très bien. Projet très complet. Très intéressant. Bien expliqué, très intéressant. Et du coup, sur ce projet, vous avez travaillé essentiellement avec des sociologues ou justement pour pouvoir mener à bien par rapport à toute la société et donc les énergies, que ce soit l'énergie, que ce soit les puits de carbone, comme vous en avez parlé, vous avez dû travailler en fait avec des experts de tout horizon. Ouais, j'étais seul sociologue, mais même si mes collègues n'étaient pas complètement allergiques aux questions non plus. Franchement, j'ai pas eu besoin de leur démontrer qu'il fallait avoir de la sociologie là-dedans. Pour eux, c'était évident. Ça veut pas dire qu'ils ont les méthodes pour le faire, mais pour eux, oui. Donc, je me suis senti, la sociologie avait sa part. Et donc, on a travaillé avec un cabinet privé experts des questions d'énergie, Enerdata, qui était sur Grenoble. C'est eux qui chapeautaient et coordonnaient le projet. On a eu Carbone 4, qui est super connu sur les questions d'économie d'énergie, sur l'économie de l'énergie en général, surtout des économistes et des technologues. Et puis, il y avait sur les questions d'alimentation, usage des sols, une association qui s'appelle Solagro, qui a cette approche que je trouve super intéressante, qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Donc, comment on produit la bouffe et qu'on va finir par manger avec le transport qui est entre les deux, voire jusqu'au compostage après. Et donc, ça soulève des questions de forêt, d'usage des sols en ville, de type d'agriculture, avec leur scénario, qui s'appelle le scénario AFTER, qui vise en fait à 2050 à avoir des émissions beaucoup plus faibles en termes d'alimentation. Ils ne présument pas, eux non plus, que tout le monde va devenir végétarien en 2050. Et heureusement, parce que là, ce serait quasiment, c'est irréaliste. Mais de dire qu'on peut couper notre alimentation carnée par 50% et la remplacer par des légumineuses, etc. Et si on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production agricole et de formation des nouvelles manières de faire pour les agriculteurs? Ceux qui vont produire moins de viande, comment est-ce qu'ils peuvent gagner leur pognon par ailleurs, en faisant quoi? Donc, ils posent toute cette question-là. Ils ont vraiment une vision cycle de vie de l'alimentation. Cycle de vie d'un produit, mais là, c'est de l'alimentation qui, pour moi, était très intéressant. Et eux non plus, parce qu'ils s'attaquent à la fourchette, donc la manière dont les gens mangent et pourquoi, mais aussi aux manières de produire. Ça veut dire que sociologiquement, ils ont quand même de l'expérience de terrain. Donc, brancher tout ça ensemble et d'en faire une espèce de rapport de synthèse, donc c'était du boulot. Parce que non seulement il fallait faire ça en 2050, mais il fallait aussi dire comment on pouvait y arriver.
C'est ça qui est intéressant justement, parce qu'on peut arriver à se faire l'exercice de pensée en 2050, mais c'est la transition qui est intéressante à étudier également et pouvoir voir comment c'est possible, réalisable de le faire. Ouais, donc c'est justement, donc on a fait les visions 2050 et tout le processus pour y arriver avec des équilibrages, parce qu'à un moment donné, on a des attentes, on peut avoir des attentes en termes de simulation, de modélisation sur la mobilité. Et puis là, il y a la sociologie qui peut arriver pour dire, en fait, vos attentes sont beaucoup trop ambitieuses ou positives, il va falloir diminuer là-dessus. Si on diminue là, on vise zéro émission nette, ce qui est super ambitieux, ou est-ce qu'on peut trouver un gain ailleurs? Et quel est le rôle des politiques publiques là-dedans? À quel point il faut être contraignant, etc. Alors, et vos scénarios s'appliquaient à l'échelle de la France? Oui. Ouais, d'accord. C'est vraiment un scénario du territoire français. Un petit peu grandidement, quand j'ai commencé le projet, je trouvais ça intéressant en termes d'exercice de méthode, parce qu'on me demandait à faire quelque chose qui était pratiquement pas fait en sociologie, parce que j'aime bien faire. Plus de boulot pour moi, mais quand même. Mais j'y croyais pas. C'est-à-dire que je ne croyais pas qu'en 2050, on pourrait arriver à un scénario de zéro émission nette. Après avoir fini, j'ai encore des doutes, mais j'y crois plus. Et je continue à y croire et je comprends pas pourquoi j'y crois. Quand je vois ce qu'on a fait, les résultats qu'on a émis, produits, les équilibrages qu'on a fait dans les différents secteurs, ça tient la route. On a fait quelque chose qui scientifiquement est cohérent. On n'a pas fumé avant pour se donner des objectifs ou des manières d'arriver n'importe comment, quoi. On a tous été rigoureux dans nos domaines. On a essayé de croiser ces domaines de manière la plus rigoureuse possible. Il y a toujours des trous dans une méthode. Mais là, franchement, il y a quelque chose qui tient la route. Qui m'amène à dire qu'on peut arriver à ce scénario sans tomber dans un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'on peut continuer à vivre en démocratie. Il va y avoir des changements, c'est pas le problème. Il va y avoir certaines pressions, il va y avoir des contraintes. Mais il n'y a pas que de la contrainte, il y a autre chose aussi qui peut se passer en même temps. Donc, je suis moins pessimiste, en fait, bizarrement, alors que les rapports sont catastrophistes, alarmistes, etc. Mais moi, ça m'a convaincu que c'était possible. C'est justement ça qu'on a peut-être aussi besoin. C'est vrai qu'on a beaucoup de rapports qui sont alarmistes, qui font peut-être peur, qui peuvent être anxiogènes. On a peut-être un manque justement de ces récits positifs qui montrent que c'est possible, qui montrent la société comment elle peut être et qu'on peut s'y plaire, on peut y être bien sans forcément imaginer les scénarios catastrophes dans lesquels... Parce que souvent ce qui est évoqué, c'est les scénarios dans lesquels on n'a pas agi et là c'est catastrophique, mais donc on peut montrer des scénarios qui sont plus intéressants, plus positifs. Peut-être un autre point là-dessus que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était une association d'entreprises qui a financé l'étude, qui est intéressée par ces questions, parce qu'ils veulent savoir, ils comprennent que de toute façon l'Europe et la France va là. Donc la question c'est comment s'y préparer, voire même y participer, pour ne pas perdre des parts du marché. Ça reste des entreprises, mais tant qu'à ne pas perdre des parts du marché, pourquoi ne pas le faire dans cette direction aussi? Mais qu'est-ce que ça implique pour eux? Quelles vont être les différentes pressions sur différents secteurs? Comment s'y adapter? Comment devancer? Comment améliorer? Donc, c'était... là, dans ce cas-ci, j'ai pas senti d'effort de leur part de vouloir influencer ce qu'on allait faire. Ils voulaient vraiment voir de quoi ça va avoir l'air tout ça, et ensuite on décide entre eux, ce qu'ils vont vouloir en faire. Mais ça a été assez intéressant. Et puis on parlait aussi à des entreprises qui sont loin d'être ignorantes sur ces questions-là, donc avec des gens qui ont des bons niveaux de compétences souvent et qui avaient des choses très pertinentes à dire sur nos scénarios, sur notre manière de procéder. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours sur qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu des questions qui ont été résolues de manière très simple. La réglementation, c'est ça, donc on n'en débat pas. L'objectif, c'est ça, donc ça, on n'en débat pas. Mais comment on y arrive? Oui, puisque aussi, si ça vient des entreprises, c'est qu'aussi il y avait une part importante de personnes qui connaissent et le monde de l'industrie, le monde industriel, qui peut être plus délicat à appréhender quand on n'est pas de ce milieu-là. Alors je ne sais pas si les autres chercheurs étaient également des chercheurs indépendants ou des chercheurs en université, mais même si on travaille avec des industries, c'est pas forcément un monde qu'on connaît bien, qu'on ne sait pas forcément comment il fonctionne. Sauf quand les économistes de l'énergie ont plutôt l'habitude de travailler avec les entreprises et de fournir de la production économique, scientifique sur les questions d'énergie, de prospective et des choses comme ça. Mais l'association qui s'appelle EPR, Entreprise pour l'environnement, j'ai trouvé que les deux personnes qui étaient en charge avaient super bien pris en compte ce qu'on avait dit, nos résumés. On n'avait pas besoin d'être là pour qu'ils l'expliquent correctement. Et c'était loin d'être simple. Très loin d'être simple. Donc, il y a une vraie prise en compte. Oui, une vraie appropriation, moi j'ai trouvé.
On va finir sur ce projet. Je vais vous poser une petite question qu'on pose à tous nos invités qui participent à l'école de l'Anthropocène. C'est le lien entre vos travaux, donc ce que vous venez de nous expliquer, et justement cet Anthropocène. Comment vous définiriez-vous l'Anthropocène ? L'Anthropocène, pour moi, c'est cette question de... C'est pour ça qu'en fait, l'idée de l'Anthropocène est intégrée dans ma manière de décrire ma fonction. Je suis climatologue de la société. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les interactions à double sens entre société et climat. Tout le long passé par l'énergie, etc. Donc, quelle est l'influence des humains sur le climat et quelle est l'influence du climat sur les humains? Et c'est une relation hyper complexe parce que ça peut être à la fois... on a créé le changement climatique, mais on peut aussi les régler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de tenter de régler consciemment un problème qu'on a provoqué de manière automatique et inconsciente? C'est-à-dire l'industrialisation par des efforts de progrès, d'amélioration de conditions de vie, de tout ça, de croissance économique. Et là, on tente de faire ces 125 dernières années, de dire, merde, on court vers le suicide si on continue. Donc, comment on fait consciemment pour changer de trajectoire, voire faire créer une rupture de civilisation, je suis pas trop sûr encore, mais quand même ces questions-là se posent. Et ça, c'est un énorme défi. On n'a jamais posé ce type de questions. On a un projet, pour la première fois, on a un vrai défi vraiment global, humain et humanitaire, dans les deux sens, qui implique autant les individus que le système international, en passant par tout le reste. Et on essaye de faire ce changement vers autre chose de manière consciente. Et là, on n'a pas d'expérience, hein. L'humanité n'a jamais fait un truc pareil. Pas avec près de 8 milliards de personnes sur la planète. Donc, si on patauge, je dirais que c'est un peu normal. Et quand je regarde où on était il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans, et où on en est rendu maintenant en termes de compréhension et de politique publique, de mesures, d'individus, etc., en 10 ans, non, c'est pas assez rapide, mais c'est extrêmement rapide, en fait. Et donc, il y a ces tensions-là que je trouve très intéressantes. Mais pour moi, l'Anthropocène, ça se situe là. C'est cette relation entre l'humain et ce qui se passe et ce qu'on est en train de provoquer, ce qui nous retombe sur la gueule. Parfait, merci bien. Dernière petite question, c'est par rapport à un morceau de musique de l'Anthropocène. Quel morceau vous avez choisi qui vous fait penser à l'Anthropocène et pourquoi? Oui, vous avez peut-être remarqué à l'accent que je suis québécois et il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup qui s'appelle Mes Aïeux. Pas mal de Français connaissent une de leurs chansons qui s'appelle Des Générations, mais moi j'ai choisi un autre morceau qui s'appelle Le Repos du Guerrier. Et le repos du guerrier, en fait, on ne comprend pas trop exactement quel guerrier il s'agit, mais il se promène dans la nature et il se repose. Dans le sens spirituel, physique, mental du terme, émotionnel. Donc, en l'écoutant, vous allez voir justement que il y a une connexion à la nature qui existe dans ce repos du guerrier, qui est pour moi peut-être le moteur fondamental du changement qu'on a besoin de faire pour arriver justement à une société qui soit compatible avec les limites de la nature. Parfait. Merci bien. Donc c'était Stéphane Labranche et Adrien Toesca. L'émission est terminée. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Marcher des heures à travers la forêt, respirer par le nez, se retourner, jamais mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos, poser les balises d'un monde nouveau. Pour s'en faire un à briser le silence en poussant un grand cri. As-tu tête pour entendre l'écho et compter les étoiles couchées sur le dos? Baigner dans la lumière du nord en réaliser que la beauté est sidérale, ralentir le rythme de la course, folâtrer un instant sans but, sans boussole. Sentir le vent caresser son visage, ajuster sa mire, se fondre au paysage, j'ai des secondes au fil de sa vie, vidanger son cerveau tombé endormi. Plonger dans le lac du pays de mort, féconder la terre où germent les idées, busquer dans le bois du grand Paris, boucaner dans la pipe du bon Manitou.
Chantez avec le lièvre, le renard et le loup. Voyez vers la cache du carcage. Jouer de la vielle avec un farfadet. Descendre dans la grotte avec les feux follets. Laissez la poésie décider de son sortir au matin et accepter la mort dans la vie sans penser à demain. Maintenir le cap tout droit vers son destin. Les entretiens Anthropocène.